un mâle de buse de Harris. Il pèse environ 700 grammes. On va noter que chez les rapaces, le mâle est toujours un tiers plus petit que la femelle. C'est pour cette raison qu'en fauconnerie, le mâle est appelé le tiercelé, la femelle, quant à elle, est appelée la forme. Une femelle de buse de Harris pèsera près d'1 kilo. Ceci est valable pour tous les rapaces, sauf pour les vautours, où mâles et femelles sont de même taille. Ça n'a échappé à personne, à chaque fois qu'il nous rejoint, il est récompensé bien sûr. Chaque jour, il le sera avec du poulet cru. Ce sera la même alimentation pour chacun des oiseaux qui évoluera sur la pelouse. The Harris hawk is native to Central America. On its tail, you can see a transmitter that enables us to locate the bird when it's in flight. It is always rewarded with something to eat on its return. Parlons un peu du matériel à présent. À ses pattes, vous avez pu observer deux lanières de cuir qui pendent. Ces lanières s'appellent des jets. Elles nous servent à maintenir l'oiseau sur le gant et à le lâcher dès que nous le souhaitons. Habituellement, et surtout lorsque nous partons à la chasse, nous mettons une petite sonnette à la patte de l'oiseau. Au Moyen-Âge, la sonnette servait aux fauconniers à localiser leurs oiseaux lorsqu'ils étaient dans un arbre, par exemple, et qu'ils ne les voyaient pas. Aujourd'hui, cette sonnette a toujours la même fonction. On peut même localiser notre oiseau jusqu'à à peu près 200 mètres. Mais aujourd'hui, il y a un matériel un petit peu plus performant. C'est la petite antenne que vous pourrez observer derrière sa queue. Elle fait partie de l'émetteur, un objet qui pèse entre 10 et 12 grammes et qui nous sert à localiser nos oiseaux dans un rayon d'à peu près 40 km s'ils s'en allaient. Alors évidemment, il ne va nous servir qu'à les localiser, pas à les rappeler. Même s'il est vrai que parfois, c'est quelque chose qui pourrait s'avérer très pratique. Alors nous vous parlons ici d'une buse sud-américaine. Des enfances, vous devez sûrement connaître la buse variable. C'est celle que l'on voit régulièrement posée sur un fil électrique ou un piquet de clôture en bordure de route. On les voit aussi assez régulièrement perchées sur les boules de foin au milieu des champs. Si elle s'appelle buse variable, c'est parce qu'en fait, il n'y a aucun individu de la même couleur. Ça peut aller du presque tout blanc jusqu'au presque tout noir. Elle ne change pas non plus de couleur en fonction de la saison. Nous allons maintenant pouvoir passer à un exercice un tout petit peu différent. On va proposer à cet oiseau d'essayer de rattraper un petit morceau de viande en plein vol. Ce sera pour vous montrer ses capacités à justement pouvoir capturer des proies en plein vol. Pour cela, il va devoir prendre un petit peu de hauteur pour avoir un petit peu d'élan, mais il doit surtout avoir le petit courant d'air de face. Si jamais il l'a dans le dos, il se fait pousser au lieu de se faire porter. Alors, j'ai un petit courant d'air dans le dos ici, alors tu vas devoir aller, il n'a pas l'air de temps, un petit peu plus haut sur ta branche. T'es prêt? On va vite tout savoir. Allez, j'espère être bien placé. On va s'en apercevoir dans un petit instant. Oui, c'est réussi. C'était une récompense, évidemment, et ils sont prêts de les déguster. Alors, cet émetteur dont je vous ai parlé à l'instant, eh bien, c'est un objet que nous plaçons toujours sur la queue de l'oiseau avant de voler, que nous retirons de suite après. Il vient de rentrer chez lui, et le suivant nous rejoint. Vous allez le voir, il est de la même espèce. Mais il a un caractère tout à fait différent. Celui-ci a réellement appris à chasser. Avec les oiseaux, comme les buses de Harris, comme celle-ci par exemple, les buses à queue rousse, les aigles, les autours des palombo ou encore les éperviers, nous pratiquons ce que l'on appelle la chasse de bas-vol. C'est-à-dire que les proies qui sont capturées se situent en général au ras du sol. Au sol, lorsqu'il va s'agir de lapins ou de lièvres, mais même lorsqu'il s'agit de proies à plumes, les captures ne dépassent que très rarement les 10 ou 15 mètres de hauteur. Au-delà, c'est le terrain de chasse du faucon, que nous verrons d'ailleurs à la fin de la démonstration. Et lorsque nous partons à la chasse au lapin, comme ça arrive tous les hivers, eh bien nous avons deux alliés possibles. Soit nous pourrons utiliser le chien, ou alors, regardez bien cet autre petit animal que vous connaissez tous, et que nous allons passer vous présenter. J'imagine ici, tout le monde aura reconnu le furet, bien sûr. En l'occurrence, une femelle ici, de furet putoisé, qui est née au château il y a maintenant 3 ans. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas un cobaye, mais bien notre compagnon de chasse, à qui nous ne ferons évidemment aucune misère. Et qu'habituellement, on vous propose même de caresser, car elle est absolument inoffensive. Malgré des canines très développées, puisque c'est un carnivore, eh bien, Nougatine, de son petit nom, ne mord pas les mains. En fait, elle n'a qu'un tout petit défaut, une odeur qui n'est pas forcément très agréable. Mais comme c'est une femelle, elles sont bien sûr moins fortes que les mâles, qui eux sont obligés de marquer leur territoire. The ferret is a domestic animal that does not bite. Its principal role is to chase the rabbits out of their burrows, allowing the raptor to swiftly launch its attack. On va noter deux petits détails chez cet animal. Le premier, c'est qu'il ne vit pas à l'état sauvage.
le furet est uniquement domestique, en tout cas en Europe. Et lorsque nous chassons avec ce genre de petits compagnons, nous préférons toujours utiliser les femelles, étant plus petites que les mâles. Elles ont donc moins de chances de capturer le lapin à l'intérieur du terrier. Donc, le rôle du furet, vous l'avez sûrement tous compris, c'est d'entrer à l'intérieur du terrier du lapin. Le lapin qui en a peur s'échappe, c'est ensuite à notre oiseau d'entrer en action. Les présentations sont maintenant terminées, on va donc pouvoir découvrir comment on opère sur le terrain de chasse. Regardez bien la fauconnière. Elle dépose le furet au sol, qui logiquement, grâce à son odorat très développé, devrait sentir une bonne odeur de lapin. Alors à la course, elle a remonté la piste et a fini par découvrir un terrier. Mais avant de partir au travail, elle n'oubliera surtout pas de réclamer à son tour sa petite récompense. Le furet, je vous l'ai dit, est un carnivore, alors Nougatine repart elle aussi avec son petit morceau de poulet. Elle s'est donc engagée dans le terrier que la fauconnière, vous l'avez remarqué, a aussitôt rebouché. C'est une chose que l'on ne fait bien sûr jamais lorsqu'on chasse réellement. Là, vous l'avez sûrement compris, si le furet sort avant le lapin, c'est notre oiseau qui serait susceptible d'en faire son repas. À présent, nous allons pouvoir nous imaginer sur le terrain de chasse. Le furet est donc en train de faire son travail, il recherche sa petite victime à l'intérieur du labyrinthe. Je vais maintenant aller placer cet oiseau un peu plus loin, en hauteur, pour qu'il voit bien tout ce qui se passe sur son terrain de chasse. Au moindre mouvement sur la pelouse, il déclenchera son attaque. Alors je vais m'éloigner un petit peu, mais normalement, tout devrait se dérouler juste ici sous vos yeux. Restez quand même un peu vigilant, tout dépend de la direction que prendra le lapin en s'échappant. Ça y est, l'oiseau maintenant, vous le voyez, domine parfaitement son territoire. Il attend donc le moindre mouvement sur la pelouse. Et regardez ce beau lapin qui vient de s'échapper. L'oiseau a déclenché son attaque au ras du sol. Et quelle jolie capture à laquelle on vient d'assister. Ah, il y en a qui ont eu peur, hein, j'ai vu vos têtes. Alors bien sûr, ça peut faire sourire. Mais pourtant, ça ne se passe à peu près de cette façon lorsqu'on chasse avec nos oiseaux. Malgré tout, il y a une petite différence. C'est que le lapin court en général un tout petit peu plus vite pour défendre sa vie. On en profite pour noter quelques petits détails. Regardez bien la posture de l'oiseau. On le voit ici en train d'écarter les ailes et la queue. En termes de fauconnerie, on dit qu'il couvre sa proie. C'est pour la protéger contre un éventuel prédateur, pour ne pas qu'on vienne la lui ravir. Quant à son attaque, on a très bien vu qu'il a épousé le relief du sol. C'est dans le but de surprendre sa proie au dernier moment. Et même si parfois il capture son lapin au niveau du dos, très vite ensuite, il amène ses serres au niveau de la tête. Pour tuer, et le plus important pour lui bien sûr, consommer, ce qu'il a donc terminé de faire. Alors on peut rentrer notre chasseur et sa capture pour maintenant aborder le monde nocturne. Nous commençons par le plus gros des rapaces nocturnes africains. Voici le hibou grand-duc de Véro. Il s'agit ici d'une jeune femelle de hibou grand-duc de Véro qui a maintenant 5 ans. Elle pèse 3 kg pour une envergure d'1,80 m. C'est ce qui en fait le rapace nocturne le plus gros et le plus puissant qui vit sur le continent africain. The Vero's eagle owl, also commonly known as the Monkey eagle owl, is a member of the family Strigidae. It is the largest African owl, weighing 2.5 kilos and has a wingspan of 1.80 meters. He lives primarily in dry wooded savanna and alongside rivers. They have pale grey-brown plumage with white streaks, brown eyes with conspicuous pale pink eyelids, giving the impression that their eyes are open even when they are sleeping peacefully during the day. Alors, si elle me laisse un peu de temps, on va vous mettre en évidence sur sa tête ces deux petites touffes de plumes que l'on appelle des aigrettes, qu'il ne faut surtout pas confondre avec les oreilles, car les oreilles sont placées comme chez nous, de chaque côté de la tête. On ne les verra pas évidemment, puisqu'elles sont sous les plumes. Et ces aigrettes, on pense qu'elles n'ont pas de fonction particulière. Peut-être le camouflage, le long des troncs, ou encore pour la parade nuptiale, mais à nous, elles vont surtout nous servir à faire la différence entre les hiboux et les chouettes, puisque les chouettes, nous le verrons juste après, n'ont pas d'aigrettes. Et comme on parle des chouettes, je le précise toujours, surtout pour vous les enfants, les chouettes ne sont pas les femelles des hiboux, ce sont bien deux espèces à part entière. Et je sais qu'il n'y a pas que des enfants qui auront retenu. Vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu régulièrement, cet oiseau fait un petit cri que l'on appelle le cri d'imprégnation. À la base, c'est son cri de bébé pour réclamer la nourriture à ses parents. Mais comme il est élevé à la main de l'homme, c'est un cri qu'il gardera tout au long de sa vie pour nous réclamer la nourriture. Un petit peu comme si nous étions ses propres parents. Bien entendu, de la nature, ce cri finit par disparaître, lorsque notamment les parents chassent leurs jeunes du territoire. Ce n'est que l'année suivante qu'il devra marquer son propre territoire, avec cette fois-ci
son champ d'adulte. Est-ce que vous avez remarqué que malgré ses 3 kilos, que lorsqu'elle se déplace, elle est totalement silencieuse? C'est dû à la texture de ses plumes, très soyeuse. Mais surtout, à l'extrémité des premières plumes de ses ailes, il y a ce que l'on appelle le peigne. Alors le peigne, ce sont en fait des sortes de petits poils légèrement recourbés vers l'avant, qui filtrent l'air lorsque l'oiseau se déplace. Ça ne fait que très peu de frottement, donc pas de bruit. La nuit, c'est ce qui permettra ainsi à tous les rapaces nocturnes d'approcher leur proie sans se faire remarquer. On y va? Et nous allons préciser une dernière chose avant de la rentrée. Sachez qu'absolument tout, le fauconnier est très costaud, sachez qu'absolument tous les rapaces nocturnes possèdent des plumes sur la totalité du corps, même sur les paupières. Si vous avez bien remarqué, les siennes en sont totalement dépourvues. C'est en réalité pour lui un mode de défense que de ne pas en avoir. Car si en pleine journée, il a envie de faire un petit somme, qu'il ferme les yeux donc, il indique ainsi à d'éventuels prédateurs qu'il les a en réalité grands ouverts. Par conséquent, il peut faire sa sieste bien tranquillement sur sa branche, sans jamais se faire embêter. Allez, il est temps de rentrer ce gros oiseau chez lui, pour vous parler d'un autre que vous connaissez probablement davantage. Nous rejoint maintenant la chouette effraie. La chouette effraie, que l'on connaît également sous le nom de Dame Blanche, ou encore Effrette des clochers, car elle niche, la plupart du temps, dans les clochers des églises, mais aussi dans les ruines, les granges, les greniers, très souvent également dans les anciens pigeonniers. The barn owl, or otherwise known as common barn owl, is the most widely distributed species of the owl, spreading over 5 continents. This nocturnal bird of prey is regularly seen around as it lives nearer homes on farmland and even in the city. Its flight is extremely quiet, their face characteristically white and heart-shaped in most species. This owl does not hoot but utters an eerie, drawn-out shriek. Et lorsque nous la croisons, la plupart du temps, bien sûr, c'est la nuit, perchée sur un fil électrique ou un piquet de clôture en bordure de route. Tout simplement parce que les abords des routes sont très fréquentés par les micro-mammifères. C'est ce qui va donc composer son régime alimentaire, c'est-à-dire les mulots, les musaraignes et les campagnols, mais elle améliorera son quotidien avec quelques chauves-souris, des loirs, des blaireaux. Et la nuit, lorsqu'ils dorment, les petits passereaux tels que les moineaux, par exemple, font parfaitement son affaire. Alors j'imagine que ce bel oiseau, vous l'avez sûrement tous déjà croisé en roulant la nuit sur les routes, et je suis presque sûr que vous l'avez également tous déjà entendu aussi. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ça, c'est un mâle du Côte-Effraie qui, à partir du mois d'avril, va marquer son territoire, mais qui surtout essaie d'attirer une femelle pour se reproduire. Lorsqu'il l'a trouvé, qui s'est accouplé, la femelle pond ses œufs, les incube et les petits nefs. Ce sont eux que l'on entend ici réclamant la nourriture aux parents. Quelque chose que nous pouvons entendre jusqu'à la fin du mois d'août, quelquefois même un petit peu plus tard. Et ça, c'était un de ses nombreux cris. La Côte-Effraie ayant en effet une gamme de chants et de cris très variés, celui-ci qu'on pourrait même qualifier d'assez lugubre, étant sans doute à l'origine de nombreuses superstitions à son égard, qui malheureusement l'a conduite à se faire très souvent crucifier sur les portes des grands. Alors, en route, par conséquent, assez régulièrement, elle se fait percuter. On a également parlé des superstitions à son sujet, on pourrait donc en penser qu'elle est menacée dans la nature. Pourtant, cette chouette a un petit avantage pour elle, c'est qu'elle est capable de se reproduire en fonction de la nourriture qu'il y a sur son territoire. Tout commence pendant la parade nuptiale. Si l'année est riche en micro-mammifères, le mâle lui amènera beaucoup à manger. Inconsciemment, elle comprendra qu'il y a de quoi élever beaucoup de jeunes. Elle pourra donc déclencher une ponte assez importante, pouvant aller jusqu'à 12 œufs, contre 3 à 5 œufs, une année normale. Mais attention, même s'il y avait 12 petits qui naissaient, c'est vraiment rarissime, et bien tous ne survivraient pas. Tout simplement parce qu'elle invite ses œufs dès le premier pondu, ce qui signifie que les premiers-nés sont évidemment plus gros que tous les autres. Ce sont donc les plus gros qui mangeront tout ce que ramèneront les parents au nid. Tous ceux qui seront trop petits finiront par mourir de faim ou encore mangés par leurs frères et sœurs. Ce qui peut nous paraître cruel évidemment à nous, mais c'est ce que l'on appelle la sélection naturelle. Avant de rentrer ce bel oiseau chez lui, eh bien, je vais vous préciser qu'ici, vous allez pouvoir voler le seul rapace nocturne présent sur la totalité de la planète. Cet oiseau a en effet réussi à coloniser les 5 continents. Tu rentres à la maison? Un autre oiseau va nous rejoindre, un peu moins connu celui-ci, il ne vit pas chez nous, c'est le hibou grand-duc africain. Ici, un mâle de hibou grand-duc africain d'environ 600 grammes contre 3 kilos pour le hibou grand-duc d'Europe, celui qui notamment vit ici en Dordogne. En fait, avec cet oiseau, nous avons affaire au hibou grand-duc
le plus petit qui existe au monde. Il va régulièrement venir se poser tout près de vous sur les bancs. Alors encore une fois, n'ayez pas peur, ça ne risque absolument rien. En revanche, n'essayez pas de le caresser, il détesterait. The African spotted eagle owl is the smallest of the eagle owls, about 45 centimetres in length. This species is an excellent hunter. Its prey mainly consists of small mammals, birds, insects, his speciality being Et reptiles. cet oiseau est présent dans la quasi-totalité de l'Afrique. On le trouve en effet un petit peu partout, sauf dans les régions un petit peu trop désertiques. En fait, là où le climat est un petit peu trop aride, il y a peu de nourriture, par conséquent, on n'y trouve pas. Mais s'il a su coloniser un aussi vaste territoire, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, il a une alimentation très variée, d'autre part, il est capable de se reproduire partout où c'est possible. Alors, on pourra trouver cet oiseau aussi bien en ville qu'en campagne. En ville, par exemple, il ne sera pas impossible de le trouver nichant sur un balcon de maison ou encore dans un trou de mur. En pleine nature, il y a un petit peu plus de possibilités pour élever ces petits. Il pourra le faire aussi bien dans un tronc d'arbre creux que dans un ancien nid de corvidés, donc de corneilles ou de corbeaux par exemple, et beaucoup plus simplement au sol. Je vous ai parlé de son alimentation, très variée. Eh bien, ça va commencer par de petits insectes, comme par exemple des coléoptères ou encore des papillons. Il mangera beaucoup de rongeurs, bien sûr, quelques petits oiseaux, mais également des reptiles, qu'il chassera d'ailleurs d'une façon assez particulière. Il faut savoir que les rapaces, et en particulier les rapaces nocturnes, n'aiment pas du tout se retrouver au sol, tout simplement parce qu'ils y sont vulnérables, eux-mêmes risquent de s'y faire manger, vu par exemple par l'aigle des steppes. Néanmoins, il a persisté, et en Afrique, il ne sera pas rare de trouver cet oiseau posé au bord des routes ou des pistes pour essayer de capturer les lézards et les serpents qui se réchauffent au soleil. Comme ça court assez vite, un lézard, il va tout simplement devoir faire de même. Courir, laisse-moi passer, le plus vite possible pour avoir une chance de le rattraper. Alors s'il le faut, mais vraiment s'il le faut, il pourra se servir de ses ailes pour aller un petit peu plus vite. Mais je vous assure qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il sait bien que quoi qu'il arrive, lorsqu'on aura terminé notre petit footing, il y aura forcément la petite récompense à la clé. Ce qui bien sûr n'arrive jamais dans la nature. S'il ne court pas plus vite que ça, bien sûr, il n'est pas prêt de manger. Pour nous, c'était bien suffisant. Enfin, surtout pour lui, a priori. Allez, viens me voir. Et on va juste vous montrer qu'on a bien parlé d'un hibou ici, pas d'une chouette. Il ne le relève que très rarement. Alors on le fait à sa place pour qu'on puisse bien voir qu'il s'agit d'un joli hibou. Je rentre à la maison et on va parler d'un autre rapace nocturne très joli encore une fois. C'est la chouette lapone. C'est la chouette du Père Noël dont je vous ai parlé tout à l'heure. La voici, cette jolie chouette lapone. C'est un mâle. Un mâle qui a maintenant 11 ans. Et qui, malgré sa taille relativement imposante pour une chouette, est en réalité très léger. Cet oiseau ne pèse en effet que 900 grammes, et c'est également le rapace nocturne qui possède le disque facial le plus imposant parmi tous les autres. The great grey owl is a bird of prey living in the northern hemisphere. Its breeding ground is often dense coniferous areas or near open expanses such as meadows. These birds wait, listen and watch for prey, and then swoop down. Its head can rotate 270 degrees in two directions, or do a three-quarter turn to the left or right. They are also exceptionally gifted in having excellent hearing, enabling them to capture prey under deep snow during the winter months. Tous ces oiseaux nocturnes, vous les avez vus voler en pleine journée, avec, on va dire, plus ou moins de soleil aujourd'hui. Eh bien, sachez qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ça, car même dans la nature, les rapaces nocturnes se déplacent le jour. On ne les voit que très peu, uniquement parce qu'ils sont très discrets. En plein jour, les rapaces nocturnes voient de 3 à 5 fois mieux que nous. La nuit, de 30 à 100 fois mieux que nous. Ils n'ont donc aucun problème de vision, même en plein jour. Malgré tout, il y a une petite déficience. C'est à quelques centimètres du bec. Les rapaces nocturnes voient flou. C'est la raison pour laquelle ils ont tous, de chaque côté du bec, plein de petits poils. Ces poils s'appellent des vibrisses. Elles leur donnent le sens tactile pour amener leur nourriture de leur cerf jusqu'à leur bec. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui possèdent des vibrisses. Certains mammifères en ont également, notamment un que vous connaissez très bien, c'est le chat. Les moustaches du chat s'appellent également des vibrisses, à une petite nuance près. Elles ont la même fonction. Nous venons de parler de la vue de ces oiseaux, nous allons maintenant parler de leur ouïe, qui est nettement plus développée que la nôtre. Autour des yeux, il y a donc ce que l'on appelle les disques faciaux. Ces disques faciaux agissent en fait comme des paraboles. Ils récoltent le son pour ensuite le diriger vers les oreilles.
C'est là que tout va se jouer, car chez les rapaces nocturnes, les oreilles sont placées d'une façon assez particulière. Une est légèrement orientée vers le haut, l'autre vers le bas, ce qui permettra à ces oiseaux d'entendre en relief et ainsi capturer leur proie sans même les voir, sous par exemple un épais tapis de feuilles ou encore une trentaine de centimètres d'épaisseur de neige. Cet oiseau est d'ailleurs un spécialiste de la chasse aux lemmings sous la neige. Alors les lemmings, ce sont des rongeurs un petit peu plus gros que des mulots. Et pour tous ceux qui l'auront vu d'assez près, vous aurez sûrement remarqué que ses pattes sont entièrement recouvertes de plumes. C'est non seulement pour éviter de faire du bruit en se déplaçant, mais aussi pour lutter un minimum contre le froid. Cet oiseau pouvant supporter des températures allant jusqu'à moins 40 degrés. Il est temps de rentrer cet oiseau à la maison pour parler de ce tout petit qui arrive maintenant derrière moi. Voici le hibou Petit Duc à face blanche. Il est tout petit comme vous le constatez tous, et pourtant il est arrivé à taille adulte. Celui-ci fête cette année ses 17 ans. Il pèse un petit peu moins de 200 grammes. Il est africain, on le trouvera du sud du Sahara jusque tout en bas de l'Afrique du Sud. The northern white-faced style can be found in the band running across Africa between the Sahara and the equator. It's easily recognised by its long hair around its beak, allowing the bird to capture insects with better precision. Et comme c'est un hibou, forcément, lui aussi est équipé de petites aigrettes sur le sommet de sa tête. Mais vous allez surtout focaliser votre attention sur les grosses moustaches autour de son bec. Ce sont les vibrisses dont on a parlé à l'instant avec la chouette lapone. Très développées chez cet oiseau, elles vont donc lui permettre de sentir ce qu'il a capturé. En ce qui le concerne, beaucoup de rongeurs, beaucoup d'oiseaux, mais surtout beaucoup d'insectes. Lui apprécie tout particulièrement les papillons de nuit. Ça va pas être pratique. Et j'imagine que ça n'a échappé à personne. Régulièrement, tous ces oiseaux nocturnes tournent la tête, la plupart du temps, à 180 degrés, un demi-tour donc. S'ils le souhaitent, ils peuvent le faire jusqu'à 270 degrés. C'est donc 3/4 de tour. Ça va leur servir à surveiller leur territoire sans bouger le corps. Quelque chose d'assez pratique, mais qu'en réalité, tous les oiseaux sont capables de faire. On le précise pour les rapaces nocturnes, car comme nous, vous l'avez remarqué, ils ont les yeux en façade. Alors pour s'apercevoir si derrière eux il y a un danger ou non, ils la tournent beaucoup plus souvent que tous les autres. De plus, les rapaces nocturnes ont les yeux fixes, ils ne peuvent pas les tourner de droite à gauche, ni de haut en bas. Et si ici je vous parle d'un hibou petit duc africain, eh bien sachez qu'en France, et notamment ici en Dordogne, vit cette fois-ci le hibou petit duc européen. Beaucoup plus petit que lui, qui je vous le rappelle ne pèse que 200 grammes. Le petit duc européen, lui, ne pèse que 90 grammes, c'est-à-dire à peu près la moitié de celui-ci donc. Malheureusement, c'est un oiseau qui est très difficile à observer dans la nature, parce qu'il est exactement de la même couleur que les écorces des troncs d'arbres. Il se confond parfaitement avec. Si on ne le voit pas, à la période de reproduction en revanche, c'est un oiseau que l'on pourra largement entendre, notamment lors de son retour d'Afrique, là où il aura passé tout son hiver, bien au chaud. Et d'ailleurs, ce hibou petit duc européen est certainement déjà arrivé depuis quelques jours chez nous. Donc, tendez bien l'oreille. Si vous entendez un petit sifflement, quelque chose à peu près comme ça, j'arrive pas très bien à siffler, mais c'est un petit duc, mais il faut l'entendre chercher dans un arbre. Si vous l'entendez au sol, c'est un crapaud à coucheur. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de la chouette effraie. Si vous vous en souvenez, qui avait des yeux noirs. On a aussi parlé de la chouette lapone avec ses yeux jaunes, et ici d'un hibou petit duc avec de jolis yeux orange. A priori, la couleur des yeux des rapaces nocturnes correspondrait à la période dans la journée à laquelle ces oiseaux sont le plus à l'aise pour chasser. Ce petit duc, par exemple, avec ses yeux orange, eh bien c'est un oiseau que l'on verra davantage chasser à l'aube et au crépuscule. Ceux qui ont les yeux noirs, comme la chouette effraie, c'est un oiseau qui sera plus à l'aise pour chasser la nuit. Quant à ceux qui ont les yeux jaunes, ce sont des oiseaux qui peuvent chasser aussi bien de jour que de nuit. Mais je vous rappelle qu'en plein jour, tous les rapaces nocturnes voient de 3 à 5 fois mieux que nous. Allez, on va pouvoir rentrer à la maison, parce que nous allons passer de 200 grammes à 6 kilos. Nous allons maintenant parler du pigargue à tête blanche. Le pigargue à tête blanche, c'est l'aigle pêcheur américain. Et nous reconnaîtrons ici l'emblème des États-Unis. Il s'agira d'une femelle, le pigargue à tête blanche, qui a maintenant 15 ans. Elle pèse 1 kg donc, pour une envergure de 2,20 m. Et en général, elle arrive en chantant. C'est bon? It's a female bald eagle. On la voit arborant une jolie tête éque blanche, mais lorsqu'elle est arrivée ici, il y a donc de cela 15 ans, elle était totalement noire. En fait, durant les 6 premières années de sa vie,
Chacune de ces plumes tombe pour que de nouvelles repoussent. C'est la nuque qui intervient. En ce qui concerne la tête et la queue, elles repousseront de plus en plus blanches. Il faudra donc une moyenne de 6 ans à cet oiseau pour arriver à l'âge adulte et enfin pouvoir se reproduire. Alors le fil n'y est plus, donc je ne sais pas ce qu'elle a repéré. En fait c'est un oiseau, c'est le plus gros des oiseaux que nous avons. C'est aussi le plus trouillard. Même si elle a 15 ans, je vous assure qu'elle a fait énormément de progrès. Nous avons de nouvelles enceintes depuis quelques jours. Pendant une semaine, elle a eu peur. Juste parce qu'il y a une nouvelle enceinte. Alors, où est-elle? Elle arrive de ce côté. Elle est en bas. Ah oui, je vois. Allez, il va falloir que tu passes par-dessus tes peurs. On parle ici d'un aigle pêcheur, mais pourtant de la nature. Cet oiseau s'est mis à manger sur des animaux déjà morts. En fait, il est devenu plus ou moins charognard. Et malheureusement, c'est ce qui a failli le faire disparaître. Car beaucoup des animaux sur lesquels cette espèce mangeait étaient ou empoisonnés ou tués par le plomb. Dans le cas où il ingérait les animaux tués par le plomb, il mourrait tout simplement de saturnisme. Il y a donc eu aux États-Unis une très grosse campagne de protection en ce qui le concerne, c'est-à-dire que le plomb a été définitivement interdit à l'usage de la chasse. Du coup, de nos jours, il a retrouvé une population tout à fait stable et ne risque plus de disparaître. Les Américains auront donc réussi à sauver leur emblème. Et sachez que chaque continent possède son propre aigle pêcheur. En ce qui concerne le continent européen, il s'agira cette fois-ci du pigargue à queue blanche. Pardon, un oiseau malheureusement beaucoup plus rare que celui-ci, dû aux espaces beaucoup plus vastes aux États-Unis qu'ici en Europe. Même si en France, il est tout à fait possible d'en observer du pigargue à queue blanche. Malgré tout, il faut avoir énormément de chance, tellement cet oiseau est rare. Il est d'ailleurs légèrement plus gros que celui-ci. Je vous ai dit qu'elle avait 15 ans. Et bien en captivité, son espérance de vie est d'environ 35 à 40 ans. Mais sachez qu'en captivité, on vit en moyenne 2 fois plus longtemps que de la nature. En effet, ici, il n'y a pas besoin de lutter ni contre le froid, ni contre la faim, ni même contre les deux en même temps. Chose extrêmement régulière de la nature, ce qui, bien entendu, provoque une très grosse sélection naturelle. Allez, on va effectuer les 2 dernières trajectoires avec ce jeune aigle pêcheur américain. Et sachez qu'aussi, chaque pigargue, tous les pigargues ont la queue blanche. Allez, c'est bon? Allez, dernier petit rappel. Elle est passée par-dessus sa peur, mais je suis assez content d'ailleurs. Allez, on va pouvoir bien la récompenser et aborder le dernier thème de la démonstration. C'est celui de la vitesse et de la chasse de haut vol. Nous allons maintenant en Asie avec le faucon lagar. C'est d'ailleurs un oiseau que l'on trouvera essentiellement en Inde et au Pakistan. Dans sa main droite, le fauconnier vous montrera également la coiffe de cuir traditionnelle, le chaperon. C'est ce qui nous sert à transporter l'oiseau, du château par exemple jusque sur le terrain de chasse, dans l'obscurité complète, afin qu'il ne s'agite pas, par conséquent qu'il ne s'essouffle pas avant de chasser. Sinon, il risquerait bien sûr de manquer sa proie. Une fois sur le terrain de chasse, on lui enlève le chaperon de la tête pour qu'il découvre le territoire sur lequel il va chasser. Ensuite, il décolle, et là, il prendra une hauteur d'à peu près 80 à 100 mètres et viendra se placer au-dessus de la tête de son fauconnier en attendant qu'il lui fasse décoller une proie. Les faucons de ce genre ne chassant que des proies à plumes, en général perdrix, corbeaux, faisans ou encore canards, suivant la taille du faucon. Une fois qu'il a repéré sa proie, il plie les ailes et prend une forme aérodynamique que l'on appelle la forme de goutte d'eau. C'est ce qui lui permettra d'atteindre ses fameuses vitesses pouvant aller de 250 à 300 km/h, comme par exemple pour le faucon pèlerin. Alors ici, évidemment, ça va aller beaucoup moins vite. On va néanmoins proposer à cet oiseau l'exercice du leurre. Le leurre, c'est le fauconnier qui va vous le montrer dans un instant. C'est en fait un tout simple croissant en cuir sur lequel il y a la récompense. Pour l'oiseau, ça représentera une proie qu'il va faire tourner pour exciter l'attention du faucon, provoquer quelques attaques. À la fin de l'exercice, il lui donnera une chance d'attraper sa proie en plein vol. Mais il a décidé de faire une pause avant de... Allez, c'est parti. Je vais vous l'inviter. Je vais vous inviter à observer son vol. Suivez-le bien des yeux, essayez de ne pas trop le perdre de vue. Et vous allez vous apercevoir que sur ce petit vent, il va tenter à chaque fois de prendre le maximum de hauteur pour qu'en redescendant, regardez bien, il ait le maximum de vitesse. Et tout ça, ça ne sera que dans un seul but, celui de toucher le leurre. Il sait parfaitement que s'il le touche avant la fin de l'exercice, il l'a gagné, avec la récompense qui va avec, évidemment. Hein. Que l'oiseau n'allait sûrement pas travailler pour rien.
Alors son intérêt à chaque fois, c'est d'essayer de surprendre le fauconnier. Et pour ça, il va beaucoup jouer avec les éléments. Ça va être le château, en passant d'un côté, de l'autre, parfois par-dessus, si le vent est assez favorable. Il joue avec les arbres aussi, notamment ce chêne en face de moi, en passant à travers les vents. Certains de nos oiseaux, à côté de moi, aiment bien passer au ras de vos têtes, et même de temps en temps entre vos têtes, pour se faire le plus discret possible, et n'apparaître qu'au dernier moment devant le fauconnier. Quant aux grosses 300 km/h dont on a parlé tout à l'heure, on est quand même très très loin. Une véritable proie le ferait aller beaucoup plus vite. C'est maintenant la gâture. Ah. Et c'est une, c'est une récompense qu'il revient très vite chercher. Et regardez la posture qu'il adopte. Comme la buse de Harry sur son lapin tout à l'heure. Lui aussi écarté avec la queue. Il couvre sa proie. C'est ce faucon lagard qui conclut la démonstration. On espère vous avoir fait passer un bon moment avec nos oiseaux. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Merci à tous et très bonne fin d'après-midi. Bravo. Spectacle. Les aigles. Elle mange. Ils attendent de voler tout à l'heure. Non, celui-là on peut pas les voir. Si, ça voit très très bien, de 3 à 5 fois mieux que nous. C'est normal, c'est ce qu'on nous inculque, en fait. Non. En fait, les rapaces nocturnes ont progressivement vécu donc la nuit parce qu'ils se font houspiller par tous les autres oiseaux. Ils sont détestés les autres oiseaux. Donc ça, il peut y avoir des myriades de petits mésanges, de petits pinsons qui les embêtent sans arrêt. Donc du coup, la journée, ils restent tranquilles. Ils ne se montrent pas trop. Même si ça leur arrive de chasser en pleine journée, notamment quand il y a les petits. C'est pas pareil. T'as quoi dans le sac? Des petits poussins. Des poussins de poulet. Il va dire, j'aurais pas dû poser la question. Ah ben non, ça il a déjà mangé. Il a eu sa ration. Ouais. Pas pour manger. Le prochain c'est à 15h, 16h30. Merci. Oui, ce sera les mêmes oiseaux. Merci beaucoup. On va voler en même temps. Je vous en prie. Au revoir. Excusez-moi, je peux mettre le vidéo dans ma chaîne au YouTube? Pas de souci. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ok, bienvenue. Selon météo ici, ça ne les dérange pas d'avoir. Il est délocalisé là quand même. Par rapport Ah à ben l'Inde. lui, il est né ici. Il est né ici. Oui, ils sont tous nés en Ouais, mais captivité. peut-être que le plumage est adapté à d'autres. Non, même pas. non. C'est juste qu'il y a, quand ils pondent, c'est presque à la fin février qu'ils pondent. D'accord. Il fait un peu frais encore. Ouais. C'est incroyable de pouvoir aller voir de si près quand même. Et alors là, vous assurez la reproduction pour Alors, comment vous avant, entretenez on faisait votre beaucoup parc On d'oiseaux. faisait beaucoup de reproduction avant, mais là, comme je le disais, on a d'autres projets. Donc on n'est plus axé vraiment sur la reproduction. Ses parents, du coup, lorsqu'il y a des petits, vont être destinés à la réintroduction au Pakistan. Et en France, on est 2 éleveurs simplement de faucons lagard.
Il y a des chouettes de l'Oural là-bas avec 3 petits, mon ami, qui allons repartir en forêt de Bavière. Pas les mains. Non, ne touche pas. Au revoir. Merci beaucoup. Parce que la main, c'est ce qui attrape. Ouais. Ça y est. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée Merci, à vous monsieur. aussi. Ouais, maintenant, on se rapproche de la zone. Ben oui. Hein. Et lui aussi, hein. Ben j'ai mis un vidéo là. Ouais, comme si ta vidéo. Ouais. Oui, oui, oui. On va en parler. Ils doivent récupérer le jour. Alors, il nous a demandé. Vendredi matin. Oui. Vendredi matin. Alors, je lui ai dit de voir effectivement avec vous. Je ne vais pas faire parler. Il nous a demandé des tables et des chaises. Nous, on fait des tables et des chaises. Donc, je lui ai bien précisé que comme vous étiez. Ne regarde pas. Bah là, elle est vide. Non? Ah ouais? Elle est là. Le grand type de bière féminine Amérique. Elle est grande. Et l'autre, c'est celui-là. Ça, Il fait le truc. Il est là, c'est tout. oui, ils sont prisonniers. Et voilà. Tu veux une photo? Ils sont très jolis.
Alors que Badour, tu vas voir les condors, tu vas voir tout. Ouais. Ils voient juste en face de toi. Hein. Ils les attachent avec une chaîne à la patte. Mhm. Pour pas qu'ils s'envolent. Ça y est, tu demandes à moi, ça y est. C'est moi qui demande à toi, ça y est.